Et on s'est intéressé également au pourcentage des jeunes sur la liste électorale. Les jeunes ont moins de 30% sur la liste électorale. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a le gap qui reste à combler est porté essentiellement sur les jeunes. Pourquoi on le dit? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes représentent 77% de la population. C'est vérifié, selon le dernier RGPH. Voilà. C'est vérifié. Donc, s'il faut combler un gap d'à peu près 40%, alors que techniquement, 40% des jeunes ne sont pas sur la liste électorale, puisqu'on en a 30, ça veut dire que, essentiellement, ceux qui sont absents de la liste électorale sont les jeunes. Donc, on a... Bonjour à tous, bienvenue à notre podcast citoyen, le rendez-vous des champions. Aujourd'hui, nous sommes avec un jeune du nom de Koné Mamadou, diplômé d'un master en communication marketing, également membre de la 4e promo de l'IFP AGC, notamment l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Et ce n'est pas tout, assurez-vous, le 13 décembre 2025, il y a eu le lancement officiel de son mouvement, le mouvement pour l'éducation à la citoyenneté, auquel nous nous intéressons massivement. On aimerait comprendre davantage les raisons de la création de ce mouvement. Alors ce podcast est pour vous. Restez connectés. Abonnez-vous à notre page YouTube pour recevoir plus d'invités de qualité. Bonjour M. Koné. Bonjour M. Yann Koné. Ça va bien? Très bien, merci. Je vous souhaite un bon mois de jeûne. À vous également. À vous également. D'accord. Alors, pour rentrer de jeu, j'aimerais vous demander de façon basique, pour faire plus de pédagogie pour des jeunes qui nous suivent, et de la diaspora également. Qu'est-ce que la citoyenneté, selon vous? Ok, merci M. Yann Koné pour l'opportunité que vous offrez au mouvement pour l'éducation à la citoyenneté. Je ne veux pas être pédant, donc je ne vais pas rentrer dans des définitions étymologiques, d'où vient la citoyenneté et tout ça. Je veux qu'on soit concret. Au mouvement pour l'éducation à la citoyenneté, nous sommes concrets. Et chez nous, on est citoyen, mais on acquiert cette citoyenneté-là lorsque on s'engage pour sa communauté. Et donc, la définition basique que nous pourrons vous donner de la citoyenneté, c'est l'engagement. L'engagement vis-à-vis de sa nation, l'engagement vis-à-vis de la population, l'engagement vis-à-vis de ses pairs. Voilà pour nous le sens profond de la citoyenneté. D'accord, mais vous aurez pu bien vous orienter sur un autre secteur. Mais pourquoi principalement la citoyenneté? Quelles sont les raisons qui vous ont poussé réellement avec vos amis à vous intéresser particulièrement à ce domaine? La citoyenneté, parce qu'on estime, sinon on pense, suivant nos analyses, suivant nos recherches, que la Côte d'Ivoire a besoin de citoyenneté. Pourquoi on le dit? Parce que nous avons fait un certain nombre de constats. Donc, le premier constat, c'est la formation sur les questions de citoyenneté en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique, dans son programme scolaire, le cours sur l'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme. Ce cours-là débute au CP1 jusqu'en classe de 3e. Donc du CP1 à la classe de CM2, l'heure maximum est de 1h40 par mois. Les cours de DSC? Les cours de DSC. Et lorsqu'on arrive au collège, donc de la 6e à la 3e, il y a 1 heure de cours par semaine, donc 4 heures par mois. Pour nous, c'est insuffisant. En termes de quantum horaire, c'est insuffisant. Donc pour vous, il faut augmenter? Oui, quelque part, mais cela ne relève pas de nos responsabilités. Et malheureusement, donc, au lycée, donc de la seconde à la terminale, il n'y a pas de cours sur la citoyenneté. Et nous, dans notre logique, c'est que ils tendent vers la majorité, donc ils seront majeurs à l'âge de 18 ans, et ils n'ont pas de cours sur la citoyenneté. Ce qui veut dire que, quelque part, 3 ans d'absence de pratique de la citoyenneté les éloignent fondamentalement de la citoyenneté.
Donc, il nous faut mettre des mécanismes en place pour les amener à se rapprocher de la citoyenneté. Donc, ça, c'est l'un de nos premiers constats. Peut-être que si on avait la capacité d'influencer au niveau gouvernemental, on aurait souhaité qu'on augmente le quantum horaire pour les classes de CP1 jusqu'au 3e et qu'on Est-ce instaure... que ce n'est pas un manque de moyens financiers? Est-ce que l'État n'a pas assez de moyens pour pouvoir permettre tous ces cours possible, de long terme? Possible. L'État fait ce qu'il peut. Donc, nous, dans notre logique, on va accompagner l'État dans sa dynamique. C'est l'une des raisons de la création du mouvement. La deuxième raison, c'est qu'on s'est intéressé à la liste électorale ivoirienne. Et notre liste électorale, donc selon les perspectives de la CEI, est censée faire 12 600 000 électeurs. Mais aujourd'hui, on a à peine 8 500 000 électeurs sur la liste électorale. Ce qui veut dire qu'il y a encore un gap d'à peu près 4 millions d'électeurs qu'il faut combler. Et on s'est intéressé également au pourcentage des jeunes sur la liste électorale. Les jeunes ont moins de 30% sur la liste électorale. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a le gap qui reste à combler est porté essentiellement sur les jeunes. Pourquoi on le dit? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes représentent 77% de la population. C'est vérifié, selon le dernier RGPH. Voilà. C'est vérifié. Donc, s'il faut combler un gap d'à peu près 40%, alors que techniquement, 40% des jeunes ne sont pas sur la liste électorale, puisqu'on en a 30, ça veut dire que, essentiellement, ceux qui sont absents de la liste électorale sont les jeunes. Donc, on a voulu, à travers le mouvement pour l'éducation à la citoyenneté, amener les jeunes à s'intéresser aux questions d'élection, aux questions de participation citoyenne. Ça, c'est l'un des premiers aspects. Mais est-ce que ça, ce n'est pas le rôle de la CEI, le fait de sensibiliser, permettre aux jeunes de s'intéresser à la vie démocratique de leur pays? Bien entendu, la CEI fait sa part. La CEI a une page Facebook, la CEI a un site internet, la CEI fait des formations avec les journalistes, la CEI forme également les candidats aux différentes élections et tout pour qu'ils puissent à leur tour communiquer avec leur population. La CEI passe sur des chaînes de télé, mais est-ce que ça suffit pour... Ça ne suffit pas. Donc, pour nous, il y a quelque chose encore à faire. Et on va revenir encore aux statistiques de la CEI. D'accord. On a de 2010, où on a connu la plus grande élection en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. De 2010 à 2025, aujourd'hui, 15 ans après, la liste électorale a évolué d'à peu près 4 millions. Donc, on est passé de 5 millions d'électeurs à 8 600 000. Donc, si on veut atteindre l'objectif des 12 600 000, effectivement, si on veut atteindre les 12 600 000 électeurs, il faut attendre 15 ans, donc disons jusqu'en 2040, pour pouvoir atteindre les 12 600 000. Si on fait des calculs, effectivement, c'est logique. Hein? Et pour nous... Ça, c'est grave. Oui, d'ici 2040, la population ivoirienne qui aujourd'hui a 30 millions d'habitants, donc 26 millions qui sont ivoiriens, ou on sera amené à être à peu près 40 millions d'habitants. Donc, vous imaginez que la liste électorale également va progressivement évoluer. Donc, on aura atteint en 15 ans 12 600 000 électeurs, mais on aura encore 5 millions d'électeurs. Il y a toujours un gap qu'il faut combler. Absolument. Donc, pour nous, il faut qu'il y ait un travail de fond à la base pour amener les jeunes à s'intéresser à la liste, à participer aux élections, à participer à la vie citoyenne, en de facto s'inscrivant sur la liste électorale. Ça, c'est l'une des raisons. Mais est-ce que si on parle de ce principe que on rend le vote obligatoire, est-ce que ça ne va pas créer de la mouvance? Les jeunes ne pourront pas s'intéresser effectivement. Oui, mais est-ce que c'est de notre ressort? Ce n'est pas du ressort du mouvement pour l'éducation à la citoyenneté. Nous, on s'en tient à ce que nous sommes capables de faire. Nous sommes capables de sensibiliser, nous sommes capables de travailler sur les esprits, nous sommes capables d'amener les jeunes à avoir un esprit plus critique, donc un esprit socratique. C'est ce qui nous intéresse. Donc, votre rôle, c'est de sensibiliser? Pas que. Pas que. Donc, en fonction de nos différentes cibles, on a des actions qu'on va mener. Pas que. Pour revenir à votre question de qu'est-ce qui a motivé, le dernier point qui, pour nous, vraiment a attiré notre attention, c'est la participation des jeunes, même dans l'environnement dans lequel on évolue.
Donc quand je parle de la participation des jeunes, c'est notre place même dans les instances de gouvernance. Aujourd'hui, à l'hémicycle, on n'a que 3 députés qui ont moins de 35 ans. Oui, ça c'est une réalité. Hein. 3 députés. C'est quasiment la même image au niveau des municipales. Les élections de 2023, on n'avait même pas 7% de jeunes qui étaient candidats. Donc imaginez combien de jeunes sont aujourd'hui maires de localité. Il n'y en a presque pas. Dans le gouvernement, aujourd'hui, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas de jeunes de moins de 35 ans. Pareil sur les sénateurs parce qu'il faut avoir un minimum 35 ans pour être candidat. Pareil au niveau des conseils régionaux. Donc, pour montrer combien de fois les jeunes même ne sont pas au niveau des instances de décision. Il y a aussi le fait que nous-mêmes, les jeunes, on ne s'intéresse pas forcément à la vie politique. Ça peut être dû aux différentes crises qu'on a eues et tout. Parce qu'on a 30% de jeunes sur la liste électorale et de ces 30%, il y a 29% qui participent aux consultations citoyennes, qui participent aux élections. Ce qui veut dire qu'il y a 69%, plus de 60% de jeunes qui s'abstiennent de participer aux consultations citoyennes. Donc, ça, je dis ces données-là de Afrobaromètre. D'accord. Pour vous dire combien de fois les jeunes même ne sont pas disposés, sinon sont loin de l'environnement politique, sont loin de l'environnement citoyen. Donc, tous ces éléments-là, donc passant de l'éducation nationale, passant par les statistiques de la CEI, passant par les instances de gouvernance, on se rend compte que la place de la jeunesse n'est pas présente. Donc pour nous, il faut arriver à travailler sur les mentalités pour amener les jeunes à s'intéresser à la vie de la société. Mais je vais revenir sur les instances de gouvernance. Quand on prend le code électoral, il nous dit que clairement, voilà, pour briguer une instance de gouvernance, il faut avoir au moins 35 ans. D'accord là-dessus? Non, pas forcément, ça dépend. 35 ans, je crois. Non, ça dépend. Je pense que pour la présidence, il faut avoir minimum 35 ans. Pour les municipales, il faut avoir, je crois, 25 ans. Ça dépend. Pour les législatives également. Donc, ce n'est pas figé dans du marbre, à ce que je sache. Mais si le même code électoral nous dit qu'à partir de 18 ans, on est majeur, voilà, on peut aller voter, est-ce qu'on ne pourrait pas diminuer et redescendre un peu l'âge requis pour pouvoir prétendre briguer un poste de municipalité, par exemple? Oui, mais parce que 25 ans, je pense que c'est... Comme je l'ai dit tantôt... Est-ce qu'il n'y a pas un manque de cohérence quelque part? Non, je ne parlerai pas de manque de cohérence et je vous invite en tant que citoyen à respecter nos textes. On a des textes et je pense que si éventuellement, avec l'évolution de la nation, il faut que ces textes-là soient modifiés, on a des députés qui vont statuer sur la question. Donc pour nous, un bon citoyen, c'est celui qui respecte avant tout les textes qui régissent notre environnement. Donc, si aujourd'hui, on estime qu'il faut avoir 35 ans pour être candidat aux élections, on n'est pas contre. C'est vrai qu'on peut faire des propositions. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on prenne notre part au niveau des décisions. Si nous sommes 3 à l'hémicycle, à quel moment on propose une loi pour qu'on arrive à 18 ans pour qu'on soit maire ou député? Mais après, je veux aussi qu'on soit assez logique envers nous-mêmes. Pour quelqu'un qui a 18 ans, qui n'a jamais, sinon qui est à l'université, comment voulez-vous qu'il arrive à gérer une nation? On parle d'une nation. On parle de sécurité, on parle de défense. Oui, le Côte d'Ivoire, c'est plus de 32 millions d'habitants. Hein. On parle de nourriture, donc sécurité nationale. Il y a tellement d'aspects. Pour un jeune de 18 ans, c'est assez délicat, franchement. Voilà, donc je veux dire que même dans nos demandes, soyons assez raisonnables. Ça, c'est de notre point de vue. C'est de notre point de vue. Il faut qu'on prenne du temps pour se former. Il faut qu'on prenne du temps pour apprendre auprès de nos devanciers. Mais il faut que nous-mêmes, on participe. Et c'est là l'une des raisons de la création du mouvement. D'accord, c'est bien noté. Merci de nous avoir prêté à ces analyses pertinentes. On va évoluer dans le débat puisque les Ivoiriens nous regardent. En nous parlant maintenant de votre programme. Parce que vous avez fait le lancement, c'est bien, voilà, on a tous apprécié, mais de façon concrète.
quels sont vos projets pour 2026? Ok. Parlons maintenant des projets à court terme. Après, on va aborder les projets à long terme. Donc, avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même revenir sur la vision, la cible et Bon, je pense qu'on peut en parler après, si ça nous... Bon, allons-y, d'accord, c'est pas un souci. Bon, Ok. oui, parce que pour moi, parler de projet, avant de parler de vision, il y a quand même un léger gap qui va s'installer. Donc, notre vision aujourd'hui, en tant que mouvement pour l'éducation à la citoyenneté, c'est vraiment de contribuer à former une nouvelle génération de jeunes engagés. J'ai dit formés, engagés, pour contribuer à une nation stable, prospère. D'accord. C'est vraiment ça. Dès le départ, quand nous avons fait nos analyses, nous avons compris que les jeunes ne participent pas à la vie de la société. Donc, pour nous, il faut les former, les amener à s'engager pour contribuer au développement de notre pays. Et pour réussir à atteindre cet objectif-là, on a défini 3 axes stratégiques que nous suivons pour atteindre cette vision-là. Le premier axe stratégique, c'est celui de former les jeunes à la vie citoyenne. Donc, donner les rudiments nécessaires en termes de connaissances, en termes de compétences intellectuelles sur ce que c'est que la citoyenneté. Donc, parler de démocratie, de république, de nation, de nos droits et devoirs citoyens, tout ce que vous pouvez imaginer, parler de la Constitution, du Code électoral. Donner les rudiments nécessaires. Le second point, c'est d'amener les jeunes à participer à la vie citoyenne, donc s'inscrire sur la liste électorale, mais aussi intégrer des clubs dans leur établissement, à l'église, au quartier. Donc, les amener à être... Je pense que ne pas seulement que s'inscrire, il faut qu'ils partent voter. Oui, c'est bien entendu, c'est bien entendu cette dynamique que nous voulons, parce que parce que ça ne sert à rien de s'inscrire et puis ne pas aller au vote. Bien entendu, quand on vous donne la connaissance et que vous décidez de franchir le pas pour s'inscrire sur la liste électorale, je pense que ça va de soi qu'on est parti pour aller voter. Voilà, donc pour nous c'est ça. Quand on parle de participer, c'est amener les jeunes à s'inscrire sur la liste électorale, mais aussi à voter, à intégrer des organisations. Donc il y en a tellement aujourd'hui. Donc comme je dis, on peut intégrer une organisation à l'église, on peut intégrer une organisation au quartier, on peut intégrer une organisation à l'école. Donc il y a beaucoup de cadres pour pouvoir s'engager. Toujours est-il que le plus important, c'est de participer. Effectivement, c'est de contribuer à la vie démocratique du pays. Et le dernier aspect, donc sinon le dernier axe sur lequel nous nous sommes accentués, c'est faire de la jeunesse une force de proposition stratégique. Parce que de moins en moins, donc, avec les statistiques que je viens d'évoquer, les jeunes sont absents dans les instances de décision. Si on est absent dans les instances de décision, ce qu'on peut faire aujourd'hui de mieux, c'est de proposer. Donc on a essayé de mettre aussi un cadre de réflexion en place pour amener les jeunes à faire des propositions. Donc voici les 3 axes sur lesquels nous allons travailler pour atteindre notre vision. Pour revenir sur les projets donc, à court terme du mouvement, on a déroulé un calendrier pour l'année 2026 que nous allons mettre en œuvre. On a plusieurs projets que nous avons développés. On a un projet de formation et de distribution de la Constitution et le Code électoral. Wow, super. Avec les délégués d'un certain nombre d'établissements. On ne peut pas, pour l'instant, on n'a pas la capacité de se déployer sur toute l'étendue du territoire, donc nous avons sélectionné quelques villes et nous allons former les délégués, faire d'eux des ambassadeurs. Ah, le mouvement ne sera pas qu'à Abidjan? Pas du tout, pas du tout. On a des projets sur Abidjan, on compte aussi mener des initiatives à l'intérieur du pays. Donc, de grâce, devant la caméra, sillonner les villes secondaires. Allez chez moi au moins, à niveau... Il n'y a pas de problème. Je pense que dans la sélection des villes, on en a tenu compte parce qu'aujourd'hui, il y a des villes qui sont très fréquentées. Donc, on a décidé aussi de s'intéresser. Parce que pourquoi les métropoles déjà connues, là, ils ont déjà quand même un certain niveau de croissance économique assez modéré. Mais il y a des villes quand même, voilà. Oui, il faut aller visiter, apporter aussi. Tout à fait, nous en sommes conscients. Comme je le disais, on a sélectionné des villes de l'intérieur du pays, notamment Grand Laou, Daloa. Super, voilà, donc pour dire que
on a bien pris le point. Donc, je disais qu'on a le projet de formation et distribution de la Constitution auprès des délégués qui, pour nous, seront des ambassadeurs, donc des relais auprès de leurs camarades de classe. Ils vont aussi les entretenir sur ce qu'ils ont eu comme formation pour les amener à être dans la même dynamique. Donc, après cette formation-là, on va mettre en place des clubs citoyens dans les établissements. On a déjà eu un échange avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique sur la question. Et donc, les démarches administratives sont en cours pour finaliser. Et donc, ces clubs-là, au sein de ces établissements-là, vont permettre de continuer à faire vivre la question de la démocratie, la question de la citoyenneté. Donc, avec ces clubs-là, on aura encore un peu plus de temps pour parler de démocratie, pour parler de citoyenneté. Voilà. Donc, c'est aussi l'un des projets que nous comptons mettre en place. On a développé une application citoyenne, donc, qu'on appelait Citoyen Plus. Donc, c'est une application mobile pour se rapprocher de cette génération Z-là, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Internet. Oui, les jeunes sont vraiment interconnectés. Hein. Voilà. Donc, avec l'application citoyenne, nous aurons la possibilité donc, de jouer à des quiz citoyens pour apprendre sur la citoyenneté. Donc, dans les quiz, il y aura des quiz sur la citoyenneté numérique, des quiz sur la Côte d'Ivoire, des quiz sur le civisme routier. Donc, des quiz dans plusieurs secteurs pour les amener à avoir cette connaissance-là. Sur cette application, il y aura une bibliothèque où on pourra retrouver des textes de droit. Waouh, j'ai hâte de télécharger l'application. Ouais, très bientôt. Wow. Elle est en phase de test. Très bientôt, elle sera disponible. Donc, sur la même application, on a la possibilité de signaler des attitudes d'incivisme. On a la possibilité aussi de féliciter des attitudes de civisme. Donc, pour amener un peu plus de personnes à être disciplinées. Donc, comme je le disais tantôt, l'application sera disponible et on aura l'occasion de voir comment est-ce que les jeunes se l'approprient et comment est-ce que ça arrive à impacter leur vie. On a un projet qu'on a appelé les 24 défis citoyens, donc ce qui implique de réaliser 2 défis par mois. Et ces défis-là vont prendre plusieurs aspects. Donc, on aura des défis liés à l'environnement, des défis liés à la santé, des défis liés à la solidarité, à la cohésion. Donc, des défis même emploi. Donc, parce que tous ces aspects-là touchent aussi à la citoyenneté. Donc, autant de défis qui seront réalisés dans le but de changer les mentalités. Et vraiment, on veut faire ces défis-là avec des personnalités pour toucher la réalité du terrain, de sorte à ce que avec leur aura, avec le maximum de personnes qui les suivent, que ça puisse créer un déclic dans leur esprit. On aurait également un podcast qu'on va lancer. Ce n'est pas forcément pour vous faire de la concurrence, non, pas de souci. Mais avec ce podcast-là, on mettra en lumière des personnes, mais qui auront aussi cette capacité-là à donner leur savoir, à communiquer leur savoir à plus jeunes, aux personnes plus jeunes. Bien entendu, ça sera des enfants. Pour qu'on ait cette transmission générationnelle de compétences, mais aussi d'éducation. Il y a également les papos de la citoyenneté. Donc, c'est une autre sorte c'est une émission? C'est une émission wow. qui sera aussi disponible. Les papos de la citoyenneté. Wow. Donc, vous avez l'occasion d'avoir la primeur de toutes les initiatives que nous allons dérouler pour l'année 2026. Wow, super. Donc, on va organiser des conférences pour aussi éveiller un certain nombre de consciences. On va organiser des activités. J'aime bien les papos, j'aime bien les papos de la citoyenneté. Oui, on veut quand même arriver à créer ce déclic-là pour amener les gens à s'intéresser à la citoyenneté, mais d'un autre point de vue, parce que on est dans un environnement où parfois tout ce qui est droit n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Voilà. Donc, c'est autant d'initiatives que nous avons. Je vais m'arrêter là pour ne pas dérouler tout le tapis. Mais progressivement, vous nous verrez à l'œuvre et on invite... Donc, pour l'instant, il n'y a pas de date pour la première activité Vous êtes encore en interne Oui, on a des dates.
Mais vous savez, la plupart de nos initiatives nécessitent des autorisations. Donc, on est dans des démarches administratives en ce moment. Donc, on dira que les dates vont être, entre griffes, définies avec les structures avec lesquelles nous allons collaborer. Sinon, nous avons fait des propositions de dates, mais je ne voudrais pas revenir sur ces dates-là parce que cela ne dépend pas uniquement de nous. Si c'est des initiatives qui dépendent uniquement de nous, on serait à l'aise de vous donner les dates. D'accord, vos objectifs à long terme. Vos objectifs à long terme. Je suis très à l'aise avec les objectifs à long terme parce que, je vous le disais tantôt, notre cible part de 6 ans à 17 ans. La cible principale, je veux dire. Pourquoi je suis à l'aise avec le long terme? Parce que on a à minima 12 ans pour pouvoir avoir nos premières statistiques. À minima 12 ans. Pourquoi? Parce que celui qui a 6 ans aujourd'hui, pour avoir 18 ans, il faut qu'il y ait 12 ans. Et donc notre travail, c'est un travail de constance. C'est un travail sur, comme je l'ai dit, la mentalité, sur les esprits. Donc, on appréciera mieux le résultat de ce que nous sommes en train de faire 12 ans après. Parce qu'il faut qu'on arrive à toucher effectivement cette cible-là pour la construire progressivement, pour que demain, notre première cohorte soit ceux qui ont 6 ans en 2026, aujourd'hui. Donc, je ne vais pas m'étaler sur les initiatives que nous allons mener durant ces 12 années. Mais, comme je vous l'ai dit, step by step, année par année, nous allons dérouler des initiatives et on espère que d'ici 10 ans ou d'ici les 12 ans, on aura de jeunes qui iront s'inscrire sur la liste électorale volontairement sans attendre qu'on l'État le fasse de l'inscription sur la liste électorale une question obligatoire. On aura des jeunes qui vont aller voter eux-mêmes sans attendre qu'on ne réveille quelqu'un le matin pour dire il est l'heure, va voter, aujourd'hui est jour de vote. On veut que les jeunes soient responsables. Voilà. Donc vous voulez dire que, si je comprends bien, tous ces jeunes aujourd'hui qui ont plus de 18 ans, aujourd'hui, sont réduits au chaos. Il n'y a pas de proposition pour eux pour qu'ils puissent... Non. Parce que selon vos analyses, on a l'impression que c'est des enfants qui aujourd'hui 6 ans, 7 ans. Non, je mettez plus l'accent. Je l'ai dit, c'est notre cible principale. Mais on a des actions, comme j'ai parlé tantôt de conférences, donc on fera des conférences. Mais est-ce que les conférences pourront largement suffisantes pour... Quelqu'un qui a plus de 18 ans, qui est considéré être majeur, on n'a pas à le forcer. On est censé le sensibiliser, l'amener à comprendre. Ça dit que c'est pas des actions de matraquage et tout. C'est vraiment il faut l'amener à... Voilà, lui présenter des modèles, échanger avec des personnes qui ont... lui-même à s'intéresser à la vie. Mais les plus petits, on estime qu'avec eux, il faut de la pédagogie. Donc, il faut réaliser des initiatives, comme je viens de le dire, le club. Avec le temps, au fur et à mesure que les activités... Mais les plus âgés, on aura des initiatives, on va les inviter à participer, comme je dis, à des conférences, on fera des activités de sensibilisation terrain. Parce que les événements vous écoutent. Voilà. Il y a plus de 25 millions de jeunes en Côte d'Ivoire. Oui. Il faut quand même toucher le maximum de jeunes. Oui, c'est notre souhait. On a toutes nos pages, on a un site internet, on a une page Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram. Donc, on est présent sur les réseaux. Donc, ce qui veut dire que tout ce qu'on va faire, on va communiquer à l'endroit des jeunes. S'ils ont plus de 18 ans, qu'ils ont des smartphones, ils sont sur les réseaux. Donc, ils verront ce qu'on propose. Mais l'idée, c'est de leur mettre les éléments à disposition pour qu'eux-mêmes, ils aient la pleine conscience de décision. Nous, pour l'instant, on va mener des actions avec les plus jeunes progressivement, pour qu'on arrive à créer ce mécanisme-là, on arrive à mettre en place une dynamique dans leur esprit. Et les plus de 18 ans, on va mener des activités donc de cohésion, des conférences et tout ça avec eux. Okay. L'application, c'est pour les plus grands.
c'est pour les plus de 18 ans de télécharger l'application, de jouer à des quiz, de se documenter. Une chose est de créer l'application, mais de mettre en place une application. Même une autre chose aussi également, c'est de les inciter à pouvoir vraiment se procurer l'application. Parce Oui, que nous, on va se donner... Ça peut exister et puis bon... Oui, nous, on va se donner les moyens. De notre position, on va se donner les moyens. On va essayer de collaborer avec des organisations, on va essayer de collaborer avec des influenceurs. Justement, on va se donner... J'allais en parler par rapport aux influenceurs. Oui. C'est une aubaine on va se donner les moyens. On va se donner les moyens de pouvoir vulgariser l'application au maximum. Mais on n'a pas la capacité de dire qu'on va obliger un individu à l'utiliser. Voilà. Donc, nous, on fera notre part. Et puis, on espère que les Ivoiriens, les jeunes vont suivre la cadence. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie des pays un peu stables en termes de sécurité. Mais, voilà, tout en est qu'on peut quand même apporter encore plus de considération, plus d'amélioration dans le domaine de la salubrité. Parce que l'environnement dans lequel nous vivons quotidiennement, vous le constatez, hein, voilà, c'est très alarmant. Est-ce que le mouvement a déjà des activités dans ce sens? Oui, on a des initiatives du point de vue de la salubrité. Mais aujourd'hui, malheureusement, les gens font... Quand on parle de citoyenneté, ils font directement le lien à la salubrité, à l'environnement. Il n'y a pas que... Non, mais il n'y a pas que je vais dire que mais ça fait partie. Oui, ça fait partie. Mais moi je peux vous rassurer, je pense qu'il y a eu quand même une évolution en matière de salubrité en Côte d'Ivoire. Il fut un temps où on avait du mal même à enlever les ordures. Aujourd'hui, on voit quand même nos moments tous les matins, ils sont en train de balayer. Donc, que je salue au passage et on leur dit merci. Donc, c'est à nous, jeunes, c'est à nous, Ivoiriens, de voir les choses autrement. Pour moi, voir les choses autrement, c'est de dire que j'ai un papier lotus dans la main, je ne le jette pas dans la rue. Mais ça se fait. Mais c'est à ce niveau de mentalité-là que nous voulons arriver. C'est à ce niveau de mentalité. Et quelqu'un qui a un papier lotus que je jette dans la poubelle, s'il voit une peau de banane juste à côté, qu'il la récupère pour la mettre dans la poubelle. C'est à ce niveau de mentalité-là que nous voulons arriver. C'est pour ça qu'on dit qu'on va travailler sur les mentalités. Sur le long terme. Voilà. Parce que l'État peut mettre tous les moyens à disposition. L'État peut faire une sensibilisation 360 sur toute l'étendue du territoire. Mais si l'Ivoirien continue de jeter les ordures dans la rue, les efforts de l'État seront vains. Effectivement, ça sera le même constat. Voilà. Donc, on a des initiatives du point de vue de la salubrité, mais ça ne sera pas uniquement notre champ de bataille. Parce que les gens confondent très souvent citoyenneté et salubrité. Oui, effectivement. C'est un champ très vaste. Voilà. Un peu plus de domaines. Est-ce que vous avez des partenaires? Vous avez des partenaires déjà qui vous accompagnent? Bon, aujourd'hui, on n'a pas forcément de partenaires. On vient de créer le mouvement. Mais on a eu des rencontres qui seront prometteuses, je l'espère, avec notamment l'Union européenne, avec, je l'ai dit, avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique. On a eu une rencontre avec la CEI également, une rencontre avec l'ambassade d'Allemagne. Mais de facto, j'espère qu'au moins... On a des initiatives. Vous soutient. Oui, bien entendu, en tant que fêtier. En tant que fêtier, le CNJCI nous soutient. Je salue au passage le président Diabaté, qui m'a reçu plusieurs fois et qui était même présent au lancement du mouvement pour l'éducation à la citoyenneté le 13 décembre. Donc, on a le soutien de l'organisation tutelle des jeunes en Côte d'Ivoire. D'accord, ok. Je vais poser une question assez simple. Alors, monsieur Koné Mamadou, je pense que vous êtes devant les Ivoiriens. Le Sénat des jeunes existe. On a également le Parlement des jeunes. On a également, si je ne me trompe pas, l'Assemblée nationale des jeunes. Et toutes ces institutions fédèrent dans le domaine de la citoyenneté. Quand on regarde, on les écoute, on les interviews. Est-ce que ce n'est pas en fait un peu de trop? Parce que vous aussi, vous parlez de citoyenneté. Est-ce que ce n'est pas en fait un peu de trop à vous entendre? Pour moi, quel est le problème? Ah bon? Je ne vois pas de problème. On est 30 millions d'habitants sur le territoire ivoirien. Vous venez de citer 4 organisations, je crois qu'il y a même plus de 6 000. Oui, il y en a plus. Il y a juste 6 000 organisations de jeunesse, mais ça ne pose aucun problème. Parce que si l'objectif à terme, c'est de changer les mentalités, je me réjouis qu'on ait
une multitude d'organisations de jeunesse. Chacun de nous fera sa part. Et c'est ça pour nous le plus important. Changer la mentalité. Si c'est les organisations de jeunesse qui arrivent à changer la mentalité, tant mieux. Ça ne nous pose aucun problème. Et d'ailleurs, je remercie le président Dosso Yaya qui était aussi au lancement, le président du Sénat des jeunes qui était au lancement du mouvement, pour dire qu'il n'y a pas d'animosité entre nous. On s'appelle, on se parle. Et c'est ça le plus important. Qu'on soit solidaire, mais qu'on ait la même vision, qu'on converge dans le même sens. Chacun a ses initiatives. Et pour nous, tant qu'il y a de nouvelles initiatives qui amènent à atteindre nos objectifs communs, quel est le problème? Il n'y a pas de problème me concernant. D'accord, ok, c'est bien compris. Bon, je pense que on va s'arrêter là. Est-ce que je peux dire, alors parler un peu de l'organigramme de votre structure. Comment est-ce que vous êtes composé? Ok, donc il y a 3 grands organes au niveau du mouvement. Donc le premier, c'est le bureau exécutif, dont je suis le président. Le bureau exécutif est composé de 3 vice-présidents, un secrétariat général et donc le secrétaire général, M. Yao Alexanderson, la première vice-présidente, bientôt madame, Kulbali et Yasmine. On a aussi, donc elle est en charge de tout ce qui est opération, mobilisation et adhésion. On a la deuxième vice-présidente, Mme Kofi Eve, qui est en charge de tout ce qui est partenariat et questions juridiques. On a le troisième vice-président, M. Azami Sams, qui est en charge de tout ce qui est système d'information et communication. Et si vous voyez dans les noms que je viens de citer, on vient de divers horizons. Donc, on a déjà pris cet aspect-là en compte. Je dis que, pas parce que le président connaît que tous ceux qui vont suivre ont des noms du Nord. Donc, on a des BT donc, au sein du mouvement, on a des Yakuba. C'est pas un mouvement tribaliste. Voilà, on a du tout. Et puis, on a le comité directeur donc, qui est composé du bureau exécutif, des membres fondateurs, et de tous ceux qui sont sous la tutelle des vice-présidents. Donc cet ensemble-là, ce sont eux qui sont à pied d'œuvre sur le terrain pour mettre en œuvre, si vous voulez, les décisions du bureau exécutif. Et enfin, on a les commissions ad hoc. Donc c'est des commissions qui seront mises en place pour répondre à des thématiques bien précises. Donc comme je l'ai dit, on veut être force de proposition dans l'un de nos axes et les commissions ad hoc nous permettent de former des comités de réflexion pour répondre à des sujets. Donc si je veux prendre le cas du loyer aujourd'hui, une commission ad hoc va prendre en compte un architecte, un ingénieur BTP, va prendre en compte un juriste sur les questions de droit foncier, va prendre en compte un géomètre, va prendre en compte même un maçon et tout. Mais l'environnement... Vous avez pris compte toute la chaîne de valeur. Effectivement. Voilà. Et c'est à ça que va servir les commissions ad hoc. Le mandat du président, ça dure combien de temps? 5 ans. Waouh. Et renouvelable? Oui. Il est renouvelable. Après, toutes nos décisions sont prises de façon démocratique. On a décidé de mettre le mandat à 5 ans parce que le mouvement il est nouveau. Il faut installer des bases. Et comme je vous l'ai dit, notre vision, c'est à minima d'avoir des résultats au bout de 12 ans. Donc, si vous mettez une instance de gouvernance de 2 ans, 3 ans, arrivé un moment, il faut toujours faire l'Assemblée générale, il faut toujours élire un nouveau président. Et voilà, donc si le président est élu une fois, qu'il a eu 10 ans pour travailler, c'est énorme. C'est énorme. On espère qu'il y aura de l'alternance. Bien entendu, bien entendu. Et je l'ai dit tantôt, nous, on s'en tient au texte déjà de notre nation, donc on va aussi respecter les textes du mouvement. C'est ça la citoyenneté. Ah, mais on vous le conseille parce que souvent on entend dans d'autres associations, après il y a des modifications, le statut règlement intérieur, oui, ça peut se maintenir. Là. Ça peut arriver, mais Kone Mamadou conseille. ne sera pas à l'initiative. Pas de souci, d'accord. Merci M. Kone d'avoir préparé mon podcast. C'était un réel plaisir d'échanger avec vous sur vos différents projets
la création de ce mouvement. Nous sommes à thème de l'émission. Donc, c'est quoi votre mot de fin? Vous regardez la caméra et vous parlez à l'endroit de la jeunesse africaine, la jeunesse de Côte d'Ivoire. Ok, mais merci M. Yann Koné. Merci pour l'opportunité que vous avez donnée au MEC de se présenter à la nation et à la diaspora, comme vous le dites. On a pu aborder la question des projets du MEC, de la vision de l'organe même de façon générale. Mon mot de fin serait de dire aux Ivoiriens de s'engager, en particulier aux jeunes Ivoiriens. J'appelle à un sursaut d'orgueil national parce que l'incivisme est grandissant en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez sur les réseaux sociaux combien de fois on assiste à des dérives langagières. Donc, vous voyez l'incivisme routier aujourd'hui qui est grandissant. Avec la PLCC qui traque, tout ça. Effectivement. Dernièrement, je crois que les sapeurs-pompiers à Songon se sont fait agresser. Aujourd'hui, la police ne fait que arrêter des automobilistes véreux qui falsifient des plaques d'immatriculation, qui font des excès de vitesse. En 2025, le président de la République a gracié plus de 2000 détenus de droit commun. En 2024, c'était plus de 4000 détenus de droit commun. Pour dire combien de fois l'incivisme est grandissant dans notre pays. Donc j'appelle les jeunes Ivoiriens au civisme, mais aussi à transmettre le savoir, à transmettre la compétence, à transmettre la citoyenneté aux plus jeunes, de sorte à ce qu'ils s'intéressent à la vie de la nation progressivement. De leur âge de mineur à leur âge de majeur, qu'ils finissent par participer au développement de notre pays, qu'ils contribuent au développement de notre nation. Je vais lancer un dernier appel aux jeunes de la diaspora. Revenez en Côte d'Ivoire pour qu'ensemble on puisse bâtir une nation forte. La Côte d'Ivoire a un potentiel immense et c'est ensemble que nous réussirons à élever notre nation sur le toit des nations. Donc, pour terminer, dis merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder ce podcast. Nous sommes disponibles sur toutes nos plateformes, comme je l'ai indiqué durant l'interview. Donc, vous pourrez rentrer en contact avec nous. On va continuer à discuter. Donc, nous sommes ouverts aussi à des invitations, mais à des collaborations sur certains projets pour qu'ensemble, on arrive à atteindre l'objectif final qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays qui rayonne, un pays qui est en paix et un pays qui respire fraternité, amour, comme l'a légué notre président Félix Houphouët-Boigny. Merci. Le nom officiel sur vos plateformes, c'est le Mouvement pour l'éducation à la citoyenneté. D'accord. Merci à tous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un invité de qualité. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée.